Distingués invités, mesdames et messieurs, la parole à présent à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et maréchal du Tchad, chers frères, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame Anna Bierd, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des banques de développement, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et maréchal du Tchad, ainsi qu'au gouvernement et au peuple tchadien pour leur accueil fraternel et pour l'initiative de cette rencontre consacrée à l'un des enjeux les plus déterminants de l'avenir de notre continent. Je tiens également à saluer l'engagement du groupe de la Banque mondiale en faveur d'une nouvelle approche de la sécurité hydrique fondée sur l'alignement des réformes, des institutions, des financements et des capacités de mise en œuvre. Le thème retenu pour nos travaux, de la vision à l'action, exprime avec justesse l'impératif de notre temps. Nous connaissons les défis. Nous avons défini des stratégies. Nous avons adopté des déclarations et pris des engagements. Il nous appartient désormais de transformer ces engagements en investissements, les investissements en infrastructures, les infrastructures en services durables et ces services en engagement réel dans la vie de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'eau est souvent présentée comme une ressource naturelle ou comme un besoin social fondamental. Elle est bien davantage une condition de souveraineté, de stabilité, de développement et de dignité humaine. L'eau est la première infrastructure de la vie. Elle protège la santé, permet à l'enfant d'aller à l'école, soutient l'agriculture, alimente l'industrie, rend possible la production d'énergie, accompagne la croissance des villes et renforce la résilience des communautés. Elle conditionne également la place de nos économies, que nos économies pourront occuper dans le monde de demain. Sans sécurité hydrique, il ne peut y avoir de sécurité alimentaire durable. Sans eau fiable, il ne peut y avoir d'énergie pleinement sécurisée, d'industrialisation compétitive, de villes résilientes, ni de systèmes sanitaires performants. Sans accès équitable à l'eau et à l'assainissement, les inégalités se creusent, les femmes et les enfants supportent une charge disproportionnée, les territoires fragiles s'appauvrissent et les tensions sociales s'aggravent. C'est pourquoi les investissements dans l'eau ne doivent plus être considérés comme de simples dépenses sociales. Ils constituent des investissements structurants dans le capital humain, la productivité économique, la santé publique, la cohésion nationale et la paix.
L'Afrique ne gagnera son pari démographique, économique, industriel et climatique que si elle gagne d'abord le pari de l'eau. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre continent se trouve pourtant confronté à un paradoxe profond. L'Afrique possède de grands fleuves, d'importants bassins hydrographiques, des lacs, des nappes souterraines, des zones humides et un potentiel hydroélectrique considérable. Mais des centaines de millions d'Africains demeurent privés d'un accès sûr et durable à l'eau. Plus de 400 millions de personnes sur notre continent éprouvent encore des difficultés à disposer de l'eau nécessaire à leur vie quotidienne, tandis que plus de 800 millions ne bénéficient pas de services d'hygiène de base. L'irrigation reste insuffisamment développée. Les capacités de stockage ne répondent pas à l'ampleur des besoins. Les réseaux urbains sont souvent incomplets ou vieillissants. L'assainissement accuse un retard préoccupant. Une part importante de notre potentiel hydroélectrique demeure encore inexploitée. À ces insuffisances s'ajoute la pression démographique, l'urbanisation rapide, la dégradation des écosystèmes, les sécheresses, les inondations, l'irrégularité des précipitations et les effets croissants du changement climatique. Le défi africain n'est donc pas uniquement de disposer de l'eau dans la nature. Il est de savoir la protéger, la capter, la stocker, la traiter, la distribuer et la gérer durablement. Il est aussi de transformer une ressource naturelle en un service public fiable, un potentiel hydrique en un actif économique, une richesse partagée en un facteur d'intégration, de stabilité et de prospérité. Cela exige une nouvelle méthode fondée sur la planification de long terme, la coordination des politiques publiques, la solidité des institutions, la mobilisation des financements et surtout, la capacité d'exécution. La République démocratique du Congo occupe dans cette ambition africaine une position singulière. Notre pays est une grande puissance hydrique, forestière, agricole, énergétique et écologique. Le fleuve Congo, ses nombreux affluents, nos lacs, nos zones humides, nos forêts, nos terres arables et notre exceptionnel potentiel hydroélectrique constituent un patrimoine stratégique pour notre nation, pour l'Afrique et pour l'équilibre climatique mondial. Le bassin du Congo est l'un des grands régulateurs écologiques de la planète. Il abrite une biodiversité exceptionnelle, soutient des millions de vies et offre au continent des possibilités considérables en matière d'énergie propre, d'agriculture, de transport, de développement rural et de résilience climatique. Cette richesse nous confère une responsabilité particulière, mais elle nous place également devant un paradoxe que nous devons avoir le courage de reconnaître. Dans un pays aussi abondamment doté en ressources hydriques, trop de familles ne disposent toujours pas d'un accès à l'eau potable, sûr, continu et abordable. Ce paradoxe de l'abondance naturelle et de la rareté des services doit prendre fin. La puissance hydrique d'un pays ne se mesure pas seulement au volume d'eau qui traverse son territoire. Elle se mesure au nombre de familles effectivement desservies, d'écoles et de centres de santé alimentés, de terres irriguées, d'entreprises approvisionnées, d'emplois créés et de territoires durablement transformés. La République démocratique du Congo entend donc convertir son immense potentiel en infrastructures, en énergie propre, en protection agricole, en industrialisation, en emploi, en services publics et en développement inclusif. C'est le sens de notre pacte national pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. À l'horizon 2035,
nous voulons porter le taux d'accès à l'eau potable à 60%, celui de l'accès aux services d'assainissement et d'hygiène à 50% et garantir un accès adéquat aux infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans 80% de nos écoles et de nos établissements de santé. Ces objectifs constituent une étape vers l'accès universel à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2050. Nous savons cependant que ces ambitions ne pourront être atteintes par la seule proclamation d'objectifs. Elles exigent la réforme de la gouvernance du secteur, le renforcement de la régulation, la modernisation des opérateurs, l'extension et la réhabilitation des réseaux, la réduction des pertes, la sécurisation de l'énergie nécessaire au pompage et au traitement, ainsi qu'une meilleure prise en compte des besoins des territoires ruraux, des quartiers urbains vulnérables et des communautés affectées par les crises. La sécurité hydrique est, pour la République démocratique du Congo, inséparable de la sécurité alimentaire, de la santé publique, de l'industrialisation, de la transition énergétique et de la stabilisation durable de nos territoires. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour passer effectivement de la vision à l'action, je voudrais soumettre à notre réflexion 5 orientations. La première est celle de l'intégration des politiques publiques. Nous devons cesser de concevoir séparément l'eau, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'urbanisme, l'environnement et les infrastructures. Nos politiques doivent être pensées à l'échelle des bassins, des territoires, des villes et des systèmes économiques. Un projet d'irrigation doit intégrer la protection des sols, l'énergie, les chaînes de valeurs agricoles et l'accès au marché. Un projet d'eau urbaine doit anticiper la croissance démographique, l'assainissement, le drainage, la gestion des déchets et la résilience aux inondations. Un projet hydroélectrique doit prendre en compte les besoins des populations, les équilibres écologiques et les activités économiques locales. La deuxième orientation est celle de la qualité des institutions et la continuité de l'action publique. Nous avons besoin d'opérateurs performants, de régulateurs crédibles et de responsabilités clairement établies et de mécanismes rigoureux de redevabilité. Chaque ouvrage doit disposer d'un modèle de gestion et de maintenance. Chaque opérateur doit être évalué sur la qualité, la continuité et l'accessibilité du service. Chaque financement doit pouvoir être suivi avec transparence. Nous devons mesurer nos progrès, non pas par le nombre de réunions organisées, mais par le nombre de personnes nouvellement desservies, non par le volume des annonces, mais par la quantité et la qualité de l'eau effectivement livrée. Non par les seules infrastructures inaugurées, mais par leur fonctionnement durable. La troisième orientation est celle de la préparation des projets. Très souvent, nos pays ne manquent ni de besoins ni d'ambition. Ils manquent de projets techniquement mûrs, juridiquement sécurisés, financièrement structurés et rapidement finançables. La préparation technique ne doit plus être considérée comme une étape secondaire. Les études de faisabilité, les données hydrologiques, la structuration financière, l'évaluation environnementale et sociale, les mécanismes de partage des risques et la préparation des procédures de passation des marchés doivent bénéficier de ressources suffisantes. L'Afrique a besoin de véritables portefeuilles de projets bancables articulés autour de priorités nationales et régionales clairement définies. La quatrième orientation est celle du financement. Nos ambitions hydriques
ne pourront être réalisées sans une mobilisation massive, innovante et coordonnée des ressources. Nous devons associer les budgets nationaux, les financements concessionnels, les ressources climatiques, les garanties, les financements mixtes, les partenariats publics-privés et le capital privé à long terme. Mais nous devons également agir sur le coût du capital. Les projets africains ne peuvent continuer à supporter des primes de risque disproportionnées alors même qu'ils répondent à des besoins essentiels, génèrent des bénéfices sociaux considérables et renforcent la résilience climatique mondiale. J'appelle les institutions financières internationales et les banques de développement à élargir leurs instruments de garantie, à renforcer les mécanismes de préparation des projets et à mobiliser davantage de ressources concessionnelles en faveur des infrastructures hydriques. Le lancement de l'initiative Water Forward, qui vise à améliorer la sécurité hydrique de plus d'1 milliard de personnes d'ici à 2030, constitue à cet égard une avancée que nous saluons. Nous souhaitons que cette ambition mondiale se traduise rapidement par des programmes nationaux et régionaux structurants, adaptés aux priorités africaines et accompagnés de moyens financiers à la hauteur des besoins. Les sessions business to business organisées dans le cadre de ce forum doivent précisément permettre de rapprocher les États, les services publics, les banques, les investisseurs et les fournisseurs de solutions. Elles ne doivent pas être de simples espaces de présentation. Elles doivent devenir des lieux de conclusion de partenariats, de structuration de projets et de mobilisation effective des financements. La 5e orientation est celle de l'industrialisation et de l'innovation. L'eau doit aussi devenir un secteur de création d'emplois, de compétences et de valeur ajoutée en Afrique. Nous devons développer sur notre continent la production de tuyaux, de pompes, de compteurs, d'équipements de traitement, de systèmes d'irrigation et de solutions numériques. Nous devons renforcer les compétences africaines dans l'ingénierie, l'hydrologie, la maintenance, la gestion des réseaux et la gouvernance des services publics. La digitalisation doit nous permettre de mieux suivre les ressources, détecter les fuites, améliorer la facturation, contrôler la qualité, anticiper les risques et renforcer la transparence. Notre objectif doit être de bâtir non seulement des infrastructures hydriques africaines, mais également une véritable industrie africaine de l'eau. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'eau ignore les frontières administratives. Les fleuves, les lacs, les aquifères, les bassins versants relient les peuples et les territoires. Aucun État ne peut donc garantir seul sa sécurité hydrique. Nous devons renforcer la coopération entre les pays riverains, consolider les organisations de bassins, partager les données, coordonner les investissements et promouvoir une utilisation équitable et raisonnable, durable des ressources transfrontalières. Dans un contexte marqué par la multiplication des tensions et des crises, nous devons faire de l'eau non pas un motif supplémentaire de rivalité, mais un instrument de dialogue, de confiance et d'intégration régionale. L'eau peut devenir une diplomatie de la paix. Elle peut rapprocher des communautés, soutenir les échanges économiques, prévenir les déplacements forcés et créer des intérêts communs suffisamment puissants pour consolider la stabilité régionale. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique du Nord sont toutes confrontées, selon des réalités différentes, à la même exigence, bâtir une gouvernance coopérative de l'eau. L'Union africaine a consacré l'année 2026 à la disponibilité durable de l'eau et à la mise en place de systèmes d'assainissement sûrs, plaçant ainsi cette question au cœur de l'agenda 2063. Elle a également engagé le continent dans la mise en œuvre de la vision africaine de l'eau
2063, nous devons maintenant donner à cette priorité continentale une traduction politique, budgétaire et opérationnelle. Je lance donc, depuis N'Djamena, un appel à une coalition africaine pour la sécurité hydrique. Une coalition entre les États pour élever l'eau au rang de priorité politique de premier ordre. Une coalition avec les institutions financières pour réduire le coût et accélérer les investissements. Une coalition avec le secteur privé pour mobiliser les technologies, l'innovation, afin que les solutions répondent aux réalités locales et soient durablement appropriées. Notre responsabilité collective est claire. Passer des stratégies aux investissements, des engagements aux chantiers, des chantiers aux services et des services aux résultats mesurables. Nous ne pouvons plus accepter que les projets mettent des années à être préparés, davantage encore à être financés, puis restent fragiles faute de maintenance. Nous devons aller plus vite, mais sans renoncer à la rigueur. Nous devons investir davantage, mais avec plus de transparence. Nous devons mobiliser le secteur privé, mais dans le respect de l'intérêt général, de l'accessibilité du service et de la souveraineté de nos États. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre génération ne doit pas transmettre à la suivante une Afrique où une mère parcourt encore de longues distances pour trouver de l'eau, où un enfant tombe malade pour avoir consommé une eau contaminée, où une école ou un centre de santé fonctionne sans service adéquat d'eau et d'assainissement, où des terres fertiles demeurent improductives faute d'irrigation, où des villes se développent plus rapidement que leurs infrastructures. Nous devons construire une souveraineté hydrique africaine, une souveraineté au service de nos populations, de notre jeunesse, de notre agriculture, de notre énergie, de notre industrialisation et de notre résilience climatique. La déclaration de N'Djamena doit marquer le début d'une nouvelle ère, celle de l'exécution, de la responsabilité et des résultats. Une ère où les engagements deviennent des ouvrages, où les ouvrages deviennent des services, où les services changent concrètement la vie de nos populations. La République démocratique du Congo est prête à prendre toute sa part dans cette ambition. Elle est prête à réformer, à investir, à coopérer et à mobiliser son immense potentiel hydrique et écologique au service de son peuple et du continent. Je vous remercie. Merci, un grand merci à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo de l'État. Merci pour cette déclaration pleine de sens et de conviction. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous demander cette fois-ci d'offrir des applaudissements bien nourris à l'endroit de leur Excellence, les présidents chefs d'État, respectivement du Gabon, de la Mauritanie et de la République démocratique du Congo. Merci. Nous invitons à présent le président de la République gabonaise à prendre la parole.
Excellence, le maréchal président de la République du Tchad, chef de l'État, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la directrice générale des opérations du groupe de la Banque mondiale, Monsieur le vice-président régional, Afrique de l'Ouest et centrale du groupe de la Banque mondiale, Madame la directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine, Monsieur le président du Forum africain de l'eau, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je tiens particulièrement à remercier Son Excellence, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour cette invite continentale et pour la qualité fraternelle de l'accueil qui m'est réservé depuis mon arrivée, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne dans cette belle ville de N'Djamena. Je tiens également à saluer l'initiative conjointe de la République du Tchad et de la Banque mondiale qui nous rassemble à l'occasion de ce forum autour de l'urgence absolue de notre siècle et d'un défi commun. Notre rencontre de ce jour s'inscrit en droite ligne avec l'agenda de l'Union africaine pour les objectifs 2063. Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs retenus par l'Union africaine pour 2026. Cette question demeure l'un des défis les plus pressants auxquels les États africains sont confrontés. Elle touche nos populations, freine notre développement et met à l'épreuve nos capacités de résilience. Ce défi, nous le partageons tous. Il exige de nous une mobilisation collective, solidaire et déterminée. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est dotée de ressources hydriques considérables, à l'exemple des fleuves comme le Nil, le Zambèze, le fleuve Congo, l'Ogooué, et des lacs immenses tels que le Victoria, le Tanganyika ou le lac Tchad. Ce patrimoine forme un réseau hydrographique exceptionnel. Pourtant, une grande partie de notre population continue de manquer d'accès à l'eau potable. Ce contraste crée un paradoxe saisissant. L'eau est abondante à l'échelle du continent, mais demeure rare dans le quotidien de millions de ménages africains. En tant que chef d'État, notre responsabilité est claire. Nous devons mobiliser toutes les ressources, toutes les compétences et toutes les volontés nécessaires pour mettre fin à cette situation. Garantir un accès universel à l'eau potable n'est pas seulement une priorité stratégique, c'est un impératif vital pour le développement, la santé et la dignité de nos populations. Je puis vous affirmer que cette question essentielle est inscrite comme un droit fondamental dans la Constitution gabonaise. Dans cet esprit, elle occupe une place centrale dans mon projet de société et en constitue le pilier numéro 1 qui s'articule autour de la réforme et la sécurisation de l'accès à l'eau potable. Ainsi, j'ai pris l'engagement ferme de parvenir
à des solutions concrètes dès les 2 premières années de mon mandat, 2025-2032. Distingués invités, mesdames et messieurs, de manière concrète, en lien étroit avec le thème principal de notre Forum africain de l'eau, de l'action à la vision. Depuis 2023, le Gabon s'est doté d'un code moderne de l'eau qui encadre la gestion de la ressource, la régulation des opérateurs et la réponse aux situations d'urgence. Nous avons également engagé une réforme majeure, la séparation de notre secteur, de notre opérateur national, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, ECG, en 2 identités distinctes, l'une dédiée à l'eau et l'autre à l'électricité, afin de mieux piloter, financer et contrôler chaque secteur. Avec l'ensemble des acteurs, Impact national hydrique 2026-2035 est en cours. Le Gabon dispose également d'un portefeuille national de projets prioritaires, hiérarchisés et évalués à plus de 1 700 milliards de francs CFA, couvrant les grandes villes, les centres secondaires et les zones rurales. Mesdames et messieurs, je me dois ici de tenir un discours de vérité. Depuis 2014, Libreville traverse une grave crise d'approvisionnement en eau. Au premier semestre de cette année 2026, nous avons déclaré en toute responsabilité l'état d'urgence hydrique, mobilisé des brigades pour réduire des pertes d'eau sur le réseau et encadrer systématiquement la distribution informelle de l'eau qui s'était établie dans notre capitale. Cette crise nous a rappelé une vérité simple. Disposer des ressources hydriques ne suffit pas sans une gouvernance solide, des infrastructures fiables et un financement adéquat. Je tiens à saluer l'appui constant et multiforme de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement en faveur de nos initiatives de développement de ce secteur. Nous le savons, aucun État ne peut de manière isolée résoudre un enjeu d'une telle ampleur. L'eau est un bien commun et sa gestion doit être le fruit d'une action concertée entre nos nations. D'où l'importance de cette rencontre panafricaine. Excellences, mesdames et messieurs, pour gagner cette bataille, il apparaît impérieux de solliciter et d'encourager nos institutions financières africaines à jouer pleinement leur rôle à nos côtés. Nous les invitons à accompagner nos États avec des conditions de financement adaptées, innovants et véritablement favorables à nos réalités. Trop souvent, les financements extérieurs, qu'ils parviennent des banques occidentaux ou des bailleurs de fonds internationaux, s'accompagnent de contraintes qui dépassent le cadre financier africain. Et nous imposent leurs entreprises pour l'assistance technique, alors même que nous avons la ressource humaine et nos compétences locales qui sont parfaitement capables de mener ces projets. À ce propos, il devient essentiel de rappeler que les entreprises occidentales engagées dans ces grands chantiers doivent s'appuyer sur nos expertises nationales.
nos ingénieurs, nos techniciens et nos spécialistes possèdent une connaissance parfaite de leur territoire et de leurs infrastructures et de leur environnement. Personne ne comprend mieux qu'eux les réalités du terrain pour la réalisation de ces projets. Il ne doit exister aucun conflit entre les différentes parties. Excellence, le maréchal président de la République du Tchad, chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je puis vous assurer que les solutions durables ne peuvent émerger que lorsqu'elles sont conçues et mises en œuvre de manière concertée et par l'implication de ceux qui vivent ces réalités au quotidien. Chacun de nos pays a certainement vécu des exemples regrettables qui n'ont abouti à aucun résultat significatif, malgré les investissements financiers considérables consentis par nos États. Le Gabon vient en N'Djamena non pour exposer une richesse, mais pour proposer un partenariat. Nous avons de la ressource. Nous avons désormais la réforme du secteur. Nous avons le portefeuille de projets. Pour aller plus vite, il nous manque la force collective de ce forum, ce qu'il incarne. Je formule alors le vœu que cette rencontre de N'Djamena marque un tournant décisif pour l'accès à l'eau à tous les Africains. Ensemble, unissons nos efforts en valorisant nos compétences et en renforçant nos partenariats africains. Nous pouvons transformer ce défi en opportunité. L'accès à l'eau ne doit plus être un rêve, mais une réalité concrète pour chaque citoyen de notre continent. Je vous remercie. Merci. Merci à son Excellence Brice Clotaire Nguema, président de la République gabonaise. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, sous vos applaudissements, qu'il me soit permis d'inviter à présent le Ahmed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, pour le discours d'ouverture. Merci. Merci. Tout a été déjà dit par mes pères. Je ne sais pas par où commencer et par quoi commencer. Mais ce qui est sûr, j'ai soif. J'ai soif malgré que j'ai quitté ce matin pour assister à la cérémonie d'un palace bien climatisé, avec une voiture climatisée et dans une salle bien climatisée. Et à moins de 2 heures, je crois, j'ai soif. J'imagine ce que vivent nos compatriotes quotidiennement depuis plusieurs décennies. C'est pour ça, mesdames, messieurs,
C'est le temps de l'action. Excellent Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Madame la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Monsieur le vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Général, chef d'état-major, général des armées, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté le Sultan de N'Djamena, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers participants. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu qui a rendu possible la tenue de cette importante rencontre. C'est un honneur particulier et une fierté profonde pour le peuple tchadien de vous accueillir aujourd'hui en N'Djamena, cœur battant du Sahel, à l'occasion de ce forum africain de l'eau. Cette large participation témoigne de l'état de notre prise de conscience collective face à l'un des défis les plus importants de notre époque. À cet égard, j'exprime toute ma fraternité aux chefs d'État et de gouvernement et à leurs représentants d'avoir fait le déplacement de N'Djamena. Moi-même et le peuple tchadien, nous nous souviendrons de la co-organisation parfaite de ce forum au Tchad avec la Banque mondiale. Que tous les managements de la Banque mondiale trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Soyez les bienvenus sur cette terre tchadienne, terre de connexion terrestre, aérienne et numérique, mais aussi une terre consciente de l'urgence de l'eau. Un pays qui vibre à l'unisson des espoirs de tout un continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'analyse de la situation ayant conduit à l'organisation de ce forum dresse un constat amer. L'Afrique est confrontée à une crise hydrique d'une ampleur sans précédent. Plus de 40 millions de nos compatriotes africains n'ont toujours pas accès à une eau potable. Nos capacités de stockage s'amoindrissent dangereusement. L'irrigation reste à des niveaux dramatiquement insuffisants et les bouleversements climatiques menacent de réduire le produit intérieur brut de certaines de nos régions de près de 12% d'ici 2050. Ici, le document de cadrage de ces forums élaborés par la Banque mondiale, dont l'expertise et les talents ne sont plus à démontrer. Ces données, aussi inquiétantes soient-elles, ne sont pas de simples abstractions pour l'Afrique. Elles incarnent notre réalité la plus âpre, celle que nous vivons au quotidien, dans nos villes, nos villages, dans nos champs et dans nos pâtirages. En effet, à quelques kilomètres d'ici s'étend le lac Tchad. Il y a 60 ans, cette étendue d'eau était une mer immense, généreuse, source de vie pour plus de 30 millions d'âmes. Aujourd'hui, il a perdu la plus grande partie de sa superficie. Cette évolution n'est pas anodine. Elle est le miroir de notre fragilité collective et une ultime alerte qui nous interpelle. Nous manquons d'eau suffisante,
faute d'investissement et de financement suffisants. Alors que de nombreux cours d'eau oasis et de notre sous-sol, à l'instar du grès de Nubie, regorgent des millions et des millions de mètres cubes d'eau. Lorsque l'eau se retire ou manque, la pauvreté avance à grands pas. Les hommes et les bétails souffrent. Les conflits se multiplient et la quiétude est perturbée. Lorsque l'eau abonde, l'hygiène s'améliore. Les bétails se multiplient. Les récoltes augmentent. La cohésion s'installe et le développement s'amorce. En bref, l'eau, c'est la vie. Au Tchad, nous considérons l'eau comme le socle fondamental de notre développement, le ciment de notre sécurité et la clé de notre paix sociale. Excellents Mesdames, Messieurs, ce forum n'est pas une rencontre ordinaire. Il est le point de départ d'un engagement planétaire inédit. Son intitulé, de la vision à l'action, est un appel à agir. Alors, par une action collective et résolue au niveau africain en premier lieu et avec nos partenaires en second lieu, pour réussir à relever le défi, car l'eau ne doit pas être un luxe, mais un droit fondamental pour chaque être humain, animal et végétal. Pour le Tchad, cette dynamique est en marche et c'est le sens de notre sommet d'aujourd'hui. C'est aussi une prescription de mon engagement politique, décliné dans notre plan national de développement Tchad Connexion 2030, qui a placé l'eau comme priorité absolue. Dans cette continuité, le pacte pour l'eau au Tchad, qui sera signé au cours de nos travaux, évalue les besoins en financement de l'eau pour les 5 ans à venir à 3,8 milliards de dollars, dont 20% sur financement national, soit environ 75 milliards de francs CFA annuellement. J'engage le gouvernement et les départements ministériels et agences gouvernementales concernés à tenir cette promesse pour que l'eau pour la population, l'eau pour l'alimentation, l'eau pour la planète, telle que soutenue par la Banque mondiale, soit une réalité vivante. Dans cette même perspective, avec l'appui de nos partenaires, nous allons investir dans des infrastructures hydrauliques durables, dans l'aménagement des polders et périmètres irrigués, dans les canalisations agricoles, dans les retenues d'eau, la construction des mares, dans les stations pastorales, pour le bénéfice de toutes nos populations, de notre importante cheptel et pour des récoltes de saison et de contre-saison. Main dans la main, faisons en sorte que les promesses énormes de nos ressources hydriques, le lac Tchad, le grès de Nibi, le lac Iro, le lac Fitri, le lac Wanyanga et nos grands fleuves que sont les Chari et le Logon, sans oublier nos oasis, les Bata, les Beteya, les Baraouk, les Bar Salamat, pour ne citer que cela se réalise. Excellents Mesdames, Messieurs, la coopération régionale n'est pas une option, c'est un impératif. La gestion concertée de nos fleuves et des lacs, à l'image de ce que nous faisons au sein de la Commission du bassin du lac Tchad,
constitue une voie porteuse d'avenir. À ce titre, je salue la présence parmi nous des représentants de la Commission du bassin du lac Tchad, de l'autorité du bassin du Niger, de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, de l'autorité du bassin de la Volta, du CILS, de la CAC, de la CEMAC, de l'UMOA et du NEPAD. Dans le même temps, en ces moments de grandes décisions, je lance un appel solennel à l'ensemble de nos partenaires, notamment les banques nationales, comme l'a dit mon frère Brice Oligui, nos banques nationales et continentales doivent jouer un rôle très important, doivent assumer leurs responsabilités, parce qu'ils vivent ici, ils connaissent nos réalités. Donc, notamment les banques nationales, les banques régionales, continentales, internationales et multilatérales, ainsi que les différents fonds partenaires de l'Afrique, à honorer les engagements pris avec nos États et dans le cadre de l'initiative Water for All. Accélérer la mobilisation des financements annoncés, conduisez les réformes nécessaires, assurer un suivi rigoureux parce que l'eau, vie et source de toute vie, ne saurait attendre. Nos populations ont trop attendu. Les Africains ont trop attendu. Ils ne veulent plus attendre et c'est légitime. Avant de finir, j'en appelle à ce que ce forum incarne un véritable tournant décisif. Pour ce faire, je propose que nos travaux s'articulent autour de 3 engagements majeurs. Premièrement, Premièrement, l'engagement du financement. Nous devons transformer nos stratégies nationales, nos parcs nationaux pour l'eau en projets solidement bancables. J'invite nos partenaires et le secteur privé à déployer des mécanismes de financement innovants et diligents à même de soutenir nos investissements dans les infrastructures de stockage, d'assainissement et d'irrigation à grande échelle. Deuxièmement, l'engagement de la gouvernance. Il nous faut impérativement renforcer nos institutions régionales de gestion de nos bassins, de nos organes de régulation du secteur de l'eau, ainsi que de nos sociétés de gestion d'eau. À cet égard, mettons en place des plateformes dynamiques de partage des données hydrologiques en temps réel afin d'anticiper les sécheresses et les inondations. Une gestion transparente, inclusive et équitable de l'eau est à la fois le plus sûr rempart contre les pénuries de demain et la voie de l'abondance en eau. Troisièmement, l'engagement de l'inclusion. Plaçons résolument les femmes et les jeunes au cœur de nos politiques hydriques. Ce sont les femmes qui au quotidien supportent le fardeau de la corvée d'eau. Ce sont les jeunes qui aspirent à une agriculture moderne, créatrice de valeurs et porteuse d'emplois. Leur garantir un accès équitable à l'eau et aux terres irriguées, c'est investir directement dans la stabilité et la prospérité de nos sociétés. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous sommes ici réunis au cœur du Sahel
Autrement dit, nous sommes sur la ligne du front du changement climatique et de la sécurité hydrique. Faisons de ces forums de N'Djamena le momentum d'une Afrique qui reprend en main la maîtrise de son destin hydrique, qui réalise son potentiel en transformant ses contraintes en opportunités et qui bâtit, pierre après pierre, un avenir de résilience et de prospérité partagée. Nous sommes surtout au Tchad, carrefour de l'Afrique, des rencontres humaines, des liens entre l'Ouest et l'Est, le Nord et le Sud du continent, terre d'accueil et d'intégration, chantre de l'unité africaine. Au-delà de l'événement qui nous réunit et fidèle à ses idéaux, en faveur de l'intégration africaine et de la libre circulation des biens et des personnes, du haut de cette tribune et en ces jours historiques, je voudrais vous annoncer que le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité, ouvre ses frontières et supprime les visas d'entrée pour tous les Africains dès le 1er Merci. Ouvre ses frontières et supprime les visas d'entrée pour tous les Africains dès le 1er janvier 2027. Par cette note d'ouverture à l'Afrique tout entière du pays de Toumaï, Toumaï qui signifie espoir de vie, et sur cet appel vibrant à l'action, à l'audace, à l'ouverture et à la solidarité africaine, que je déclare ouvert les travaux du Forum africain de l'eau. Vive la coopération internationale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Merci au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Merci au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Distingués invités, mesdames et messieurs, par le discours d'ouverture du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, prend fin le programme de la cérémonie d'ouverture. Nous invitons leurs excellences, Monsieur le Président chef d'État, les représentants des chefs d'État et les institutions financières, signataires de la déclaration de N'Djamena pour une photo des familles dehors. Merci. Mesdames, Messieurs, cette photo officielle se fera donc à l'extérieur. Et nous prions donc les membres du protocole de nous appuyer à faciliter la sortie de leur Excellence, les chefs d'État. Cette photo sera suivie d'une seconde où les signataires de la déclaration de N'Djamena se joindront aux officiels ainsi qu'au leadership de la Banque mondiale pour cette photo. Mesdames, Messieurs, je voudrais annoncer que tout à l'heure, nous allons aller à la pause